Organic farming is steadily increasing. That's good. Pour parler d'agriculture et d'Europe à la jeunesse. Der Klimawandel erfasst immer weitere Teile der Welt. Farmers help us bring nature back and preserve biodiversity. Ceux qui sont dans le rouge s'en sortent quand ils font plus vert. La qualité dans ce pays, elle doit être là pour tous. Qu'il s'agisse du changement climatique, de la biodiversité, de la concurrence sur les marchés de l'agroalimentaire, du développement rural ou de la sécurité alimentaire, les défis auxquels l'agriculture de l'Union européenne est confrontée sont aussi nombreux que les attentes sont grandes. Comment faire cohabiter agriculture et préservation de la nature ? Comment concilier au mieux les aspects économiques, environnementaux et sociaux de l'ensemble de nos systèmes alimentaires en tenant compte de la grande diversité du secteur ? C'est à ces questions que doit répondre le dialogue stratégique qui a été officiellement lancé fin janvier à Bruxelles. Ce dialogue stratégique réunira au cours des prochains mois toutes les parties prenantes de l'ensemble de la chaîne alimentaire. Pour en savoir plus, Nourrir l'Europe s'est rendu à Munich pour y rencontrer l'homme qui a accepté de présider les débats, le professeur allemand Peter Strohschneider. Professeur Peter Strohschneider, merci d'avoir accepté notre invitation. Bienvenue dans Nourrir l'Europe. Bonjour. Parlons d'abord de vous. Vous n'êtes pas agriculteur, vous ne travaillez pas dans le secteur de l'agroalimentaire, ni sur la qualité des sols. Vous êtes en fait un historien médiéval. Je suis donc curieuse. Pourquoi pensez-vous être la bonne personne pour diriger ce qui est un exercice finalement hautement technique ? Il faudrait attendre les prochains mois pour savoir si je suis la bonne personne. Mais il est vrai que je suis médiéviste de formation et de profession. Ou plutôt, je dirais que j'ai été médiéviste de formation et de profession, mais il y a quelque temps maintenant. Entre 2005 et 2020, j'ai surtout travaillé dans la recherche et la gestion de l'enseignement supérieur au niveau national et international, notamment en tant que président du Conseil allemand des sciences et des humanités, qui est un organe de négociation consultatif très influent entre les scientifiques et les hommes politiques. Ensuite, j'ai été président de la Fondation allemande pour la recherche, qui n'est pas une toute petite institution dans l'écosystème de la recherche allemande. Quelle est votre valeur ajoutée dans ce processus ? La valeur ajoutée, si vous voulez, est quelque peu indirecte. Je dirais plutôt, ce que je peux apporter à ce processus, c'est l'indépendance. Je peux également apporter une certaine familiarité avec les processus politiques et une expérience de la structuration conjointe de questions très complexes, ainsi qu'une expérience de la présidence et de la modération de comités hétérogènes difficiles. Concernant le dialogue stratégique proprement dit, que pouvez-vous me dire sur son objectif, son mandat et les questions auxquelles il doit répondre ? Le mandat du dialogue stratégique est très clair. Il énonce 4 questions qui sont liées entre elles et auxquelles nous devons répondre. Comment les agriculteurs et les communautés rurales dans lesquelles ils vivent peuvent-ils bénéficier d'une meilleure perspective, y compris d'un niveau de vie équitable ? Deuxièmement, comment soutenir l'agriculture dans les limites de notre planète et de ses écosystèmes? Troisièmement, comment mieux utiliser les immenses possibilités offertes par la connaissance et l'innovation technologique? Enfin, comment promouvoir un avenir brillant et prospère pour le système alimentaire européen dans un monde compétitif? Et donc, quel est le volet stratégique de ce dialogue ? Il y a une tâche primordiale, je dirais, celle de décrire les voies de la future politique agricole européenne et des politiques dans lesquelles, comme l'a dit la présidente de la Commission européenne, l'agriculture et la protection du monde naturel peuvent aller de pair.
Par conséquent, le dialogue stratégique ne dépend pas d'un seul commissaire. Il rend compte directement à la présidente de la Commission. Et comme vous pouvez le constater à la lecture des questions directrices que je viens de citer, ainsi que de la liste des membres du dialogue stratégique, il s'agit d'une entreprise qui ne se limite pas à une focalisation très étroite sur l'agriculture proprement dite. L'écran est beaucoup plus large et encore plus complexe. Sur un plan plus pratique, quelle est votre stratégie pour gérer le dialogue lui-même? Les discussions en groupe, le face-à-face? Ce que je peux dire pour ma part, c'est qu'une partie de cette stratégie, si stratégie est la bonne notion, consiste certainement à maintenir les discussions à la hauteur de la complexité des défis. Et cela signifie, dans notre cas, empêcher que la durabilité écologique, la durabilité économique et la durabilité sociale ne soient mises en concurrence. Il est probable qu'en débattant, les gens puissent voir, premièrement, qu'il peut y avoir des arguments raisonnables en faveur de la position opposée, et deuxièmement, que leur propre position n'est pas entièrement exempte de tensions internes, de contradictions internes. Et leurs adversaires le verront bien sûr. Je trouve donc extrêmement important d'avoir une certaine capacité d'autodistanciation, de changer de perspective pour comprendre le point de vue des autres. Mais c'est loin d'être spectaculaire. C'est simplement ce que la société ouverte pluraliste exige constamment, je dirais, de ses citoyens. Selon vous, dans quelle mesure le dialogue stratégique porte-t-il sur de nouveaux ajustements de la politique agricole commune? Ce que le dialogue stratégique peut faire, je pense, c'est aider à développer une compréhension commune sur une voie convenue pour l'avenir de la politique agricole dans l'UE. Mais il faut aussi considérer que la politique agricole ne se résume pas à la seule PAC. Selon moi, la question centrale est la suivante. Comment les agriculteurs peuvent-ils avoir un revenu décent tout en réduisant les externalités négatives? Telle est la question centrale. La PAC n'est qu'une composante de cette question, mais elle n'est qu'une composante. Pourquoi ne pas disposer d'autres ressources financières pour créer des revenus pour les agriculteurs, des prix alimentaires, pour réduire les asymétries de pouvoir dans la chaîne alimentaire, pour rémunérer les services écosystémiques, etc. Vous assumez cette fonction à un moment où les agriculteurs de toute l'Europe expriment leur frustration, manifestent, attirent l'attention sur ce qu'ils considèrent comme des menaces existentielles pour leurs moyens de subsistance. Ne vous sentez-vous pas un peu sous pression face à cette montée de la colère rurale ? Pas vraiment. Il n'y a pas si longtemps que j'ai accepté de présider le dialogue stratégique. Je dirais que les protestations ou les mouvements d'agriculteurs à travers l'Europe montrent à quel point le dialogue stratégique est opportun. Ils montrent à quel point il est crucial de surmonter un type de conflit dans lequel une amélioration pour l'agriculture est toujours perçue comme une détérioration de l'environnement et vice-versa. Et puis, les mouvements de protestation publique sur les questions sociales constituent une forme de négociation bien différente des processus de consultation dans une sphère pré-politique ou parapolitique, comme le dialogue stratégique, et je pense qu'il faut maintenir ces deux approches séparées. Bien sûr, il faut écouter les préoccupations des agriculteurs, mais le dialogue stratégique n'a rien à voir avec la politique de tous les jours, avec le suivi des conflits quotidiens.
Il n'en reste pas moins qu'une grande partie du budget de la politique agricole commune est distribuée par les États membres. Et l'agriculture reste une question politique très sensible au niveau national, comme le montrera notre prochain podcast enregistré au Salon de l'agriculture à Paris. Que faites-vous pour prendre en compte les points de vue des parlementaires nationaux et des parties prenantes dans ce processus ? La question de la légitimité à laquelle vous venez de faire allusion est bien sûr aussi une question qui se pose lorsqu'on se demande comment les recommandations des commissions ou des processus tels que le dialogue stratégique s'intègrent dans la politique. Bien entendu, l'importance des politiques nationales s'est accrue au cours des dernières années, y compris dans le cadre de la PAC. Mais il faut tenir compte du fait que la politique agricole est le domaine politique le plus européanisé du continent. Il faut également tenir compte du fait que le dialogue stratégique a un calendrier très serré. Cela signifie que nous nous concentrerons sur le niveau européen. Mais bien sûr, l'échange avec le Conseil et le Parlement européen est une tâche évidente de la présidence. Et cela a déjà commencé. Le dialogue stratégique a déjà été présenté à la Commission de l'agriculture du Parlement européen et au Conseil agriculture et pêche. Je vous rappelle également que plusieurs États membres ont déjà mis en place des processus de dialogue similaires au niveau national, comme par exemple en Irlande et aux Pays-Bas. Quels sont les profils de vos interlocuteurs, les participants au dialogue stratégique ? Le groupe central du dialogue stratégique a été sélectionné, invité et mandaté par la présidente de la Commission européenne et comprend des représentants d'organisations agricoles, des représentants d'organisations environnementales, des représentants de l'ensemble de la chaîne agroalimentaire, de l'industrie agroalimentaire, du commerce, de la protection des consommateurs, etc. Il comprend également des membres du monde universitaire. Au-delà de ce groupe central, nous lancerons une consultation ciblée dans les prochains jours. Dans cette consultation ciblée, qui s'adresse à des dizaines, voire des centaines de personnes, ainsi que dans le cadre du dialogue stratégique lui-même, je m'attends à ce que les régimes commerciaux jouent un rôle important, un rôle très important. Je pense que les questions relatives à la chaîne de valeur joueront également un rôle important. Ou plutôt, devrais-je dire, les questions relatives au réseau de valeur, qui est fortement lié au commerce mondial, dont il est indépendant, et des dimensions liées à l'alimentation humaine et animale, et à l'énergie. Nous avons vu comment les pressions exercées dans le secteur de l'agriculture peuvent conduire à la dilution des politiques en matière de climat et d'environnement. Est-ce que les acteurs du climat et de l'environnement ont raison d'être sceptiques quant à ce dialogue stratégique ? Permettez-moi de commencer par dire que la neutralité climatique et l'atténuation des pertes de biodiversité sont des objectifs primordiaux de l'Union européenne. Et le dialogue stratégique, avec tous ses membres, s'engage à atteindre cet objectif primordial. Parallèlement, il est tout aussi important que les agriculteurs puissent pratiquer une agriculture durable et gagner de l'argent grâce à elle. Pour le dialogue stratégique, je dirais que la confiance est un élément crucial. Non seulement la confiance dans l'impartialité du président, mais aussi la confiance entre les membres du dialogue stratégique. Cette confiance est une condition décisive pour la création d'un espace confidentiel dans lequel des arguments et des stratégies consensuelles, je dirais, peuvent être développés et examinés. Et ce qui en résultera, même en ce qui concerne le scepticisme auquel vous avez fait allusion, est une question ouverte.
Que pouvez-vous dire du cadre du dialogue stratégique, de son fonctionnement, des méthodes employées? Oui, nous construisons, nous superposons les problèmes. Nous les étoffons en mettant en place des groupes de travail. Nous avons déjà mis en place 4 groupes de travail autour des 4 questions directrices que j'ai paraphrasées précédemment. Nous essayons d'élaborer des consensus spécifiques sur des questions spécifiques, de manière ascendante, en quelque sorte, à partir des contributions des membres des groupes de travail, qui devraient ensuite être négociés et, dans le meilleur des cas, faire l'objet d'un consentement. Nous alimentons ensuite des discussions en plénière qui doivent à nouveau trouver un consensus sur des questions spécifiques et nous construisons ainsi, étape par étape, le matériel, consenti pour rédiger ensuite un rapport final pour la présidence de la Commission. Une dernière question, ou plutôt 2 questions liées. 1. Envisagez-vous la possibilité que le dialogue stratégique échoue? Et 2. Compte tenu du calendrier agricole, à quelle échéance êtes-vous censé remettre vos conclusions? L'échec est toujours possible, pas seulement en politique, mais aussi dans le domaine que j'appellerais pré-politique. Je ne dirais pas que nous ne sommes pas en mesure de rédiger un rapport final. Je suis persuadé que nous y parviendrons. Mais l'échec pourrait être que ce rapport final soit trop vague, trop abstrait, de sorte qu'il n'ait pas vraiment d'impact politique. Et l'impact politique, encore une fois, ne signifie pas que d'ici la fin de l'année, les recommandations seront appliquées à la politique européenne en pratique. L'impact peut également être généré sur des années, voire des décennies. Mais un échec serait un projet de rapport vague, imprécis et sans impact politique. Venons-en maintenant au calendrier agricole. La présidente espère obtenir un rapport final d'ici la fin de l'été. J'espère que nous pourrons récolter les fruits de notre travail au moment de la moisson. Et j'espère que le dialogue stratégique marquera le début d'un changement positif dans les formes du dialogue entre les parties concernées, car il s'agit de travailler ensemble dans l'intérêt de tous. Et dans des moments comme celui-là, des espaces partagés de confiance, de confidentialité et de dialogue ouvert sont également nécessaires pour assurer le bon fonctionnement de la politique de prise de décision démocratique. Professeur Peter Strohschneider, merci d'avoir accepté de vous exprimer dans Nourrir l'Europe. Je vous souhaite beaucoup de succès dans la mission qui vous a été confiée. Merci à vous. Ainsi s'achève le 41e épisode de Nourrir l'Europe. Notre prochaine édition reviendra sur le Salon de l'Agriculture à Paris, un numéro spécial consacré au débat animé sur place par mon collègue Olaf Bruns. D'ici là, comme toujours, mangez local et de saison, et surtout, prenez soin de vous. Organic farming is steadily increasing. That's good. Pour parler d'agriculture et d'Europe à la jeunesse. Der Klimawandel erfasst immer weitere Teile der Welt. Farmers help us bring nature back and preserve biodiversity. Ceux qui sont dans le rouge s'en sortent quand ils font plus vert. La qualité dans ce pays, elle doit être là pour tous.